Maintenant, on passe au règlement judiciaire. On a vu tout à l'heure que les modes juridictionnels sont de deux types. D'accord? L'arbitrage et les cours de justice. Donc, après avoir étudié l'arbitrage, on va voir le règlement judiciaire. Le règlement judiciaire, c'est tout simplement lorsque les pays confient leur litige à une cour de justice. Une cour de justice, par exemple, il y avait dans les années 20, au début du siècle, il y avait la Cour permanente de justice, la CPJ, vous vous souvenez, qui avait tranché l'affaire du Lotus entre la Turquie et la France, le paquebot Lotus, vous vous souvenez. Il y a aussi la Cour internationale de justice qui avait donc tranché le différend entre le Maroc et l'Espagne sur nos provinces sahariennes. Il y a aussi des tribunaux spécialisés comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui a établi le Tribunal international du droit de la mer. Il y a aussi l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Donc les États, ils ont la liberté de confier leurs litiges soit à une cour internationale générale, comme la Cour internationale de justice, mais si le conflit il a un aspect spécialisé, on va recourir à un tribunal spécialisé. Si c'est une affaire commerciale, on va recourir à un tribunal du commerce. Si c'est un problème concernant le tracé, par exemple, de la mer territoriale ou du plateau continental, il y a le tribunal de la Convention, le tribunal international sur le droit de la mer. Maintenant, par rapport à l'arbitrage, quelles sont les caractéristiques, les différences du règlement judiciaire? Alors tout d'abord, le règlement judiciaire se différencie de l'arbitrage par le caractère permanent. Donc la Cour, elle est permanente. La CIJ, l'ORD de l'OMC, le Tribunal international du droit de la mer, ce sont des cours permanentes avec le secrétariat qui fonctionnent. Ce ne sont pas, si vous voulez, des cours d'arbitrage ad hoc, c'est-à-dire qui naissent uniquement pour le conflit et qui disparaissent. On a vu tout à l'heure que les arbitres, ils sont désignés par les deux parties, on choisit les arbitres et puis on définit la mission de mandat. Et puis lorsque la sentence est prononcée, donc l'accord d'arbitrage disparaît. Donc on a vu aussi que même la CPJ, la Cour permanente d'arbitrage est en fait une liste d'arbitres qui est utilisée donc, par les différents États. Donc la Cour internationale, les cours internationales sont permanentes. Ils sont institués avant même l'apparition du conflit. Donc l'organe judiciaire est établi antérieurement au conflit, aux différends, à la différence de l'organe arbitral qui est formé après la naissance du conflit. Troisièmement, les règles de fonctionnement, ils sont déterminées dans une convention multilatérale avant la naissance du conflit. D'où donc la permanence, on l'a vu tout à l'heure. Donc les parties au litige ne peuvent pas venir, par exemple, modifier la composition, les règles de fonctionnement de la Cour en question. Mais on va voir que, donc, si par exemple la CIJ, si un pays n'a pas un national dans la Cour internationale de justice, s'il n'a pas un juge de sa nationalité, il peut choisir librement un juge qu'il va choisir. Mais donc la liberté de manœuvre, elle est très limitée dans les cours de justice. Ce n'est pas comme dans l'arbitrage où vous choisissez, chaque partie va choisir par exemple 2 arbitres et puis ils se mettent ensemble, s'entendent sur le président. Pour illustrer donc le mode juridictionnel, donc j'ai pris comme le professeur Bennani la CIJ, comme c'est la Cour internationale de justice la plus prestigieuse et qui a un aspect aussi, il traite de toutes les questions, qui est général. La Cour internationale de justice, la CIJ, dont le siège est à La Haye, en Netherlands, en Hollande, aux Pays-Bas, elle a été créée par la Charte des Nations Unies dans le chapitre 14.
Il a succédé à la CPGI. C'est un organe donc permanent. Il est composé de 15 juges indépendants élus par l'Assemblée générale des Nations unies et par le Conseil de sécurité pour un mandat de 9 ans. Actuellement, donc, il y a un juge marocain dans la Cour internationale de justice, c'est le professeur Mohamed Bennouna. Alors voilà, lorsqu'un État partie à un litige n'a pas de juge de sa nationalité dans la Cour, je viens de le dire tout à l'heure, il peut désigner un juge ad hoc qui n'est pas nécessairement un national. À l'époque, je me souviens, le Maroc, lorsqu'il avait l'affaire de nos provinces sahariennes, le Maroc avait désigné donc un juge donc, pour le représenter. La CIJ exerce en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies deux fonctions. Donc je répète, la CIJ exerce deux fonctions. Il y a tout d'abord la fonction consultative et la fonction contentieuse. Commençons par, donc il y a la Cour internationale de justice, comme vous voyez dans la diapositive. Il joue deux rôles, soit qu'il peut émettre un avis consultatif, soit qu'il va prononcer un arrêt dans le cas de la fonction contentieuse. Comment ça se passe? Comment se passe la procédure donc, de la CIJ? Alors la procédure, donc d'abord, il se peut qu'il y ait, comme dans les procès en interne, il se peut que l'une des parties soulève ce qu'on appelle les exceptions préliminaires. Exception préliminaire, par exemple, la partie peut faire une objection. Surtout le défendeur, la partie défendresse, peut se défendre et dire que, par exemple, le conflit qui a été soumis au tribunal n'est pas de la compétence de la Cour. C'est une affaire, par exemple, qui relève donc de la souveraineté intérieure du pays en question. Supposons par exemple qu'il y a un conflit, une guerre civile dans un pays et que par exemple ce pays a été donc traîné en justice et qu'un autre pays voisin donc l'a attaqué devant la CIJ. Il se peut que le pays en question, par exemple, fasse pour se défendre, dire que la compétence de la Cour ne couvre pas les problèmes qui sont régis par le droit interne. Il se peut aussi que, par exemple, la Cour, que l'État défendeur devant la Cour, il peut attaquer même la capacité de l'autre partie et donc concernant la recevabilité de la requête. Vous vous souvenez, donc le Maroc s'est défendu devant la Cour européenne pour donc bien sûr par des exceptions préliminaires comme quoi la Cour ne peut pas décider par exemple la Cour européenne concernant par exemple les produits par exemple qui sont produits dans nos zones donc dans nos provinces sahariennes. On a été attaqué par les ennemis de l'intégrité territoriale devant cette Cour et le Maroc avait gagné le procès. Notamment, il a soulevé l'irrecevabilité de la requête et l'absence de capacité de l'autre partie qui n'est pas un sujet du droit international, qui n'a pas autorité, qui n'a pas la capacité de décider en justice. Après les exceptions préliminaires, lorsque donc l'affaire est recevable, il faut aussi, j'ouvre une parenthèse, donc la CIJ, elle a la compétence de sa compétence, c'est-à-dire c'est elle qui va décider si c'est vrai ou faux, donc ce que va alléguer le défendeur. Donc après les exceptions préliminaires, il y a la phase écrite. C'est comme dans les différents procès, dans la phase écrite qui consiste en l'échange de mémoires, de documents, de contre-mémoires, de répliques, pièces justificatives, documents. Lorsque par exemple le Maroc avait présenté son dossier pour défendre donc la souveraineté du royaume du Maroc à l'époque sur le Sahara espagnol à l'époque, il a ramené des milliers de documents, notamment par exemple des documents des conventions internationales signées par le Maroc et des sociétés par exemple pour ouvrir et des États pour ouvrir des comptoirs et des ports dans les provinces sahariennes, pour autoriser l'ouverture de ports dans ces régions, des comptoirs commerciaux.
Le Maroc a produit aussi des lettres, des dahirs chérifiens dans lesquels les rois du Maroc, ils ont toujours, et les sultans, ils ont toujours nommé les qaïds qui contrôlent donc ces régions au nom du souverain du royaume du Maroc. Donc après cette phase écrite, il y a bien sûr la phase orale. Il y a des plaidoiries, et il y a des plaidoiries, donc les avocats des parties donc, défendent les points de vue. À l'époque, vous vous souvenez, concernant l'affaire donc notre affaire saharienne, à l'époque, donc on était donc la thèse marocaine, c'était comme quoi donc nos provinces ils ont toujours été sous souveraineté marocaine, alors que l'Espagne défendait la thèse de terra nullius. Le Sahara était une terre sans maître. Il n'y avait pas donc aucun maître. Donc dans la phase orale, il y a les plaidoiries des avocats, il y a aussi les auditions des experts, des témoins, etc. La fonction maintenant consultative. Donc la procédure que je viens de passer en revue, elle est valable aussi bien pour la fonction consultative que pour la fonction contentieuse. Rappelez-vous que la fonction consultative, la CIJ va prononcer un avis consultatif qui n'est pas obligatoire. Par contre, dans la fonction contentieuse, donc la CIJ va prononcer un arrêt obligatoire pour les parties. La fonction consultative, d'abord, elle n'est ouverte qu'à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité, ainsi qu'à tout autre organe ou institution spéciale des Nations Unies, après autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur le plan juridique, si par exemple l'Organisation mondiale de la santé veut demander un avis consultatif, il faut que l'Assemblée générale des Nations Unies l'autorise. Il y avait d'ailleurs un cas dans le problème des essais, l'affaire des essais nucléaires. Il y avait des essais nucléaires dans le Pacifique et l'OMS s'est partie à demander un avis consultatif concernant donc les dégâts causés par les essais nucléaires dans le Pacifique. Et donc la CIJ à l'époque avait refusé la capacité de l'OMS d'interférer dans des questions concernant la paix et la sécurité qui sont de la compétence du Conseil de sécurité. Sur le plan juridique, l'avis consultatif, il est consultatif, c'est-à-dire il est facultatif, il n'est pas juridiquement contraignant et obligatoire. Par contre, la CIJ a une fonction contentieuse. En fonction contentieuse, les pouvoirs de la CIJ sont plus importants et la fonction contentieuse, d'abord, elle n'est ouverte que seuls États. Donc, seuls les États membres des Nations Unies peuvent rester en justice dans le cadre de la fonction contentieuse s'il y a un contentieux entre des États uniquement. Deuxièmement, il faut un consentement des États. Donc il faut qu'il y ait donc une acceptation. Vous ne pouvez pas obliger un État à se présenter devant la CIJ en fonction contentieuse. Encore faut-il que les deux États partis au litige acceptent la compétence de la Cour. Comment ils vont accepter la compétence de la Cour? Soit que la compétence de la Cour est faite après la survenance du litige, donc après le conflit, on va accepter la compétence de la Cour. Comment? Les deux parties vont signer un compromis juridictionnel dans lequel ils acceptent la juridiction de la CIJ. Dans le deuxième cas, c'est que la compétence de la Cour, il se fait avant la survenance de la Cour, la survenance du litige. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle la clause facultative de juridiction obligatoire. Il y a la possibilité pour les États de signer ce qu'on appelle la clause facultative de juridiction obligatoire avant même la survenance de tout litige. Par exemple, un pays peut adhérer à cette clause, ce qui fait que dorénavant, chaque fois qu'il y a un conflit qui survient entre ce pays-là et un autre pays qui est signataire de la même clause facultative juridiction obligatoire, automatiquement, donc, on va transmettre,
on va différer donc et soumettre donc le litige en question devant la CIJ. Deuxième cas où la compétence de la Cour est reconnue avant la survenance du conflit, c'est lorsque dans les dispositions finales d'un traité, on souligne dans une clause dans le traité comme quoi tout conflit relatif à l'application ou à l'interprétation du dit traité, il est soumis à la Cour internationale de justice. Troisième caractéristique, l'arrêt rendu, il est obligatoire, il n'est pas facultatif. Contrairement à l'avis consultatif qu'on a vu tout à l'heure dans la fonction consultative, il n'y a pas d'obligation donc d'implémenter, de mettre en œuvre l'avis consultatif, mais l'avis consultatif généralement, il a une autorité morale, c'est-à-dire généralement les pays l'appliquent. Par contre, en fonction contentieuse, l'arrêt est rendu, il est obligatoire et définitif et sans recours. Il est d'ailleurs adopté à la majorité des juges. Il y a 15 juges, donc ils votent. La majorité des juges, donc ils vont voter. Donc des juges présents. S'il y a par exemple une égalité, par exemple il y a une égalité, 7 par exemple juges optent pour option A et 7 pour option B, donc l'avis du président, il est prépondérant en cas de partage des voix. Bien sûr, il y a une possibilité de demander une demande d'interprétation. Si par exemple l'avis n'est pas clair ou il est susceptible d'être interprété de différentes façons par les parties peuvent faire un recours en interprétation auprès de la même Cour internationale de justice. L'arrêt, il a l'autorité relative de la chose jugée, ça veut dire qu'il est obligatoire contre les parties au litige et par rapport exclusivement au cas qui a été, donc au cas d'espèce pour laquelle il a été décidé. Le Conseil de sécurité peut prendre des mesures pour faire exécuter la décision. Je dis bien, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures donc, pour faire exécuter la décision. Donc l'arrêt de la CIJ dans sa fonction contentieuse, contrairement aux sentences arbitrales, il peut être exécutoire sous certaines conditions. Donc c'est là un petit peu les grandes lignes des modes de règlement de différents. J'espère donc qu'on a passé en revue l'essentiel de cette partie. J'ai essayé un petit peu de résumer car comme vous le savez en vidéo donc il faut raccourcir les délais et pour que donc bien sûr il n'y ait pas de surcharge donc inutile. Voilà, donc je vous souhaite donc Inch'Allah un bon retour en classe Inch'Allah en présentiel et que tout se passe bien Inch'Allah et qu'on va se rencontrer bientôt pour faire une révision générale Inch'Allah. Je verrai avec donc, les délégués s'il y a des questions de part et d'autre des étudiants. Je pourrai ouvrir un canal pour les questions. Donc, je vous souhaite donc bonne chance, Inch'Allah, dans les examens, mais on va se voir, Inch'Allah, avant